Fête de l'unité nationale, fête de l'État unitaire ou encore fête nationale, de faux synonymes pour désigner la fête du 20 mai, pense ainsi le quotidien Ouest Littoral cette semaine. À quand la fête nationale de la République du Cameroun? Pourquoi cette intrusion de la fête de la République unie du Cameroun dans la République du Cameroun? Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à Droite de Réponse, votre magazine qui questionne chaque semaine le traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. La fête du 20 mai a barré la une des journaux cette semaine et plusieurs y ont jeté plutôt un regard critique. Une union célébrée dans la désunion et même dans la discrimination. Cette peinture des journaux cadre-t-elle avec la réalité? Faut-il en douter avec cette restriction imposée aux partis politiques de l'opposition? Le 20 mai n'a-t-il été que tout simplement une fête de vin et de mai au Palais de l'Unité? L'actualité cette semaine, c'est aussi la reprise des inscriptions biométriques sur les listes électorales et la distribution des premières cartes d'électeurs. Ce cliché tranche-t-il avec les nombreuses suspicions de la presse? Une presse qui a semblé dessiner pas au beau fixe les relations entre le Cameroun et le nouveau patron centrafricain. Est-ce une exagération de croire que Michel Djotodia, le président de la transition, a été conduit par Paul Biya pour marquer son désamour? Le désamour, c'est ce que beaucoup de Camerounais éprouvent en ce moment face à la Fédération camerounaise de football, où l'impasse a été peinte cette semaine encore par le quotidien La Nouvelle Expression. Est-ce une bataille autour d'un agonisant? C'est oui pour ce journal. Madame, monsieur, une fois de plus, merci d'être sur Droit de Réponse qui reçoit cette semaine, comme d'habitude, un panel composé d'acteurs de la scène politique camerounaise et des acteurs de la société civile. Alice Sadio, bonjour et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonjour, c'est moi qui vous dis merci, c'est un plaisir d'être là. Vous êtes secrétaire général de l'AFP, qui est l'Alliance des forces progressistes du parti de Bernard Mouna. Non, pas le parti de Bernard Mouna, je vous en prie. Je suis... Donc vous allez m'excuser, je suis le leader. Oui, je préfère. Voilà. Merci. Joseph-Marie Lundu, bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur social. Oui, je suis acteur social. Je suis d'ailleurs en train de préparer mes 20 ans d'action sociale au Cameroun. Parce que c'est depuis 1993 que je fais la réflexion sociale. J'aime me faire dire que je suis un ouvrier de la réflexion sociale. Merci. Donc je suis en pleine préparation de cet événement. Je vous remercie également pour votre invitation. Sera salué dans tous les cas. Casimir Tanier, bonjour. Casimir Désiré Tanier, j'aime bien le Désiré de mon nom. Nous sommes heureux de retrouver les téléspectateurs de Droit de Réponse. Voilà, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. C'est exact. Emmanuel Mbappé Soka est un instructeur à l'administration CAF et FIFA des instances fêtières du football continental et mondial, les délégués à l'élection à l'Africa Foot. Il est aussi l'un des invités cette semaine. Cette semaine, ce jour particulièrement le 26 mai 2013 correspond à la célébration de la fête des mères. Sandrine Yamga, bonne fête des mères. Merci Fénélon, bonjour à tous. Vous signez la revue de la presse. Eh bien, c'est fait comme tous les dimanches d'ailleurs. On l'annonçait la semaine dernière, les inscriptions sur les listes électorales ont été réouvertes. C'était le 22 mai dernier. Chose faite puisque Mutation annonce et fait savoir qu'à cette occasion, 3 millions de cartes d'électeurs sur les 5 millions ont été imprimées. La distribution des cartes biométriques est donc bel et bien lancée, titre le journal Mutation cette semaine. Et d'après les reportages réalisés dans des antennes communales à Yaoundé, il n'y a pas eu panique au sein de l'ECAN. Pourtant, Europe Plus nous apprend que le régime de Yaoundé a paniqué à la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale. C'était donc le 20 mai, un état d'alerte qui était dû à une coupure de lumière, on l'a dit à la veille du 20 mai dernier. Mais la panique aurait-elle saisi les Camerounais dans les rangs? Messager pense que la fête du 20 mai, c'était l'unité nationale dans la désunion. Le quotidien révèle que des partis politiques ont été interdits de défiler à Bafoussam, que le désordre était au menu du défilé à Douala et des étudiants se sont débinés du côté de Bouya. Une intégration mutilée donc, selon le journal Mutation, qui estime que l'État unitaire au Cameroun s'avère encore fragile, surtout dans une république de quotas où le bilinguisme balbutie. Mais il faudra appuyer un politologue, se prémunir donc contre le
tribalisme d'État. Ouest littoral croit savoir que les thèmes guerriers sont donc à la base des célébrations de la fête nationale du 20 mai et démontrent la peur qui habite le régime de Yaoundé. Mais ce n'est pas par peur que plus de 4 milliards de francs CFA ont été dépensés pour la réception au Palais de l'Unité à la fin de la parade au boulevard du 20 mai. Mutation qui le révèle fait savoir que 13 000 personnes ont été invitées par la présidence, loin des 2500 des années précédentes. Et le Popoli est allé voir dans le menu proposé aux convives du Palais de l'Unité et nous a appris que les 4 milliards de francs CFA ont été dépensés pour des beignets et du haricot pour donner de la nostalgie ou pour faire découvrir ce repas spécial aux invités. Un qui n'aura pas mangé de ces beignets non plus de ce haricot, c'est bien Michel Jotodia. Mutation note qu'au sujet de la crise centrafricaine, Paul Biya a éconduit Michel Jotodia. Le chef de l'État a refusé d'accorder une audience au président de la transition et ce en dépit de la médiation jusque-là assurée par le Tchad. François Ozé ne va pas s'éterniser au Cameroun, a fait remarquer Michel Jotodia, le président de la transition en Centrafrique, lui qui était dans les incertitudes, tout comme Iya Mohamed. Et la nouvelle expression de noter que le président de la Fédération camerounaise de football est entre incertitude et bilan. Selon le quotidien, l'indomptable ennemi d'État, malgré un bilan mitigé, a encore les ondes clés de son système. Mutation affirme que ce sont des élections sous haute tension qui se sont annoncées à la Fédération camerounaise de football avec les candidats Malen Passia Semvoutou, John Begelinde et Iya Mohamed. En plus de ces deux challengers, le président sortant de la Fédération camerounaise de football s'est vu liguer contre lui dans cette bataille. Deux ministres, a fait savoir le journal Le Messager. Philippe Bangamboa et Grégoire Owona ont chaussé leurs crampons et peaufiné leur stratégie contre Iya Mohamed afin de le débarquer. Iya Mohamed en veut donc de ce côté, si l'on s'entend aux déclarations de John Begelinde et même de Philippe Bangamboa et peut-être de Grégoire Owona. Mais de la vie de la nouvelle expression, ce sont des rues de bataille autour d'un cadavre. Le football est un malade convalescent en quête de résurrection. Et c'est peut-être à la tête des Lions indomptables que ce malade sera guéri. Volker Finke, annonce Le Messager, est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, lui qui a bâti sa pleine réputation à travers des clubs de première division et de deuxième division du championnat allemand. Bon dimanche et à dimanche. Merci Sandrine Yanga. Le menu est assez fourni cette semaine. Madame, Monsieur, je vous propose la première escale de cette émission autour de la célébration de la fête nationale de l'unité. Casimir Désiré Taïné, je vous interpelle en premier chef. Fête de l'unité nationale, fête de l'État unitaire ou encore fête nationale. Le quotidien Ouest Littoral a pensé cette semaine que c'est des faux synonymes pour désigner la fête du 20 mai. Comment est-ce que vous réagissez? Dans tous les cas, qu'on appelle fête de l'unité, fête nationale ou n'importe quoi, il s'agit justement de la fête nationale du travail. Et je dois tirer un coup de chapeau de la fête nationale du Cameroun, je m'excuse. Et je dois tirer un coup de chapeau à mon excellent confrère Ouest Littoral qui a trouvé la meilleure formule en se demandant où est-ce qu'on en est avec la fête de la République du Cameroun. Puisqu'il faut bien se rappeler que la fête du 20 mai qui vient d'être célébrée est partie du 20 mai 1972 et c'était justement à l'occasion de la réunification de la République unie du Cameroun. On passait de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Mais quelques années après, 2 ans exactement après la cession au pouvoir de son Excellence le président Paul Biya, exactement le 4 février 1984, la République unie du Cameroun est devenue la République du Cameroun. Alors, Ouest Littoral a donc toutes les raisons de se demander pourquoi est-ce qu'on continue à fêter la République unie du Cameroun qui n'existe pratiquement plus. Et puis, je dois même vous rappeler qu'avant, le Cameroun fêtait le 1er janvier 1960 parce que c'était la fête de l'indépendance. Lorsque on est passé à la République unie du Cameroun, on a adopté la fête de l'unité qui est la fête du 20 mai. Maintenant qu'on est passé à la République du Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne fête donc pas? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un autre symbole ou bien une autre date symbolique pour célébrer l'État du Cameroun, c'est-à-dire la République du Cameroun? Joseph Marie Lundu.
par rapport au traitement de cette actualité par la presse, surtout par le quotidien Ouest Littoral? Je vais d'abord dire bonjour à vos auditeurs et bonne fête de mère à toutes les femmes, surtout à Lisa Dio qui est là. Oui, pour embrayer sur la problématique de l'unité, de la fête de l'unité dans notre pays, il faut dire que sur le plan historique, il y a un certain nombre de problèmes qui jonchent le chemin de ce qu'on pourrait appeler ici pompeusement l'unité du Cameroun. Vous savez que déjà une première revendication de certains anglophones sur la question de la réunification, pour qui, effectivement, l'acte de réunification lui-même n'a jamais été parfait aux Nations Unies. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Cameroun et les deux Camerouns se mettent ensemble, il faut rappeler qu'il y avait un Cameroun oriental et un Cameroun occidental. Il n'y a donc pas un cahier de charges très précis qui dit, lorsque nous nous réunissons, voilà ce que devient le Cameroun oriental. Sur le Cameroun oriental, à l'époque, vous aviez le président de la République qui est du Cameroun oriental, le président, le vice-président, le président de l'Assemblée, etc. Il y avait donc tout un cahier de charges qui n'avait jamais été véritablement formalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un acte qui dit clairement que lorsque nous nous réunissons, voilà ce qu'on va faire. Mais sans qu'on ait réglé ce problème, et c'est une question qui est très permanente dans les revendications chez les anglophones, entre guillemets, aujourd'hui, c'est que on passe à l'État unitaire sans avoir réglé les prérogatives, les préalables, n'est-ce pas, d'un État fédéral. Donc c'était un peu un passage en force, et d'ailleurs on dit que c'était un coup d'État, une sorte de coup d'État que M. Idio avait fait aux anglophones. Et le problème reste entier aujourd'hui. Si vous rencontrez un certain nombre d'anglophones, ils vous diront cela. Maintenant que nous sommes donc passés à la République, la question est de savoir, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion quand même, entre le tribalisme, entre Nous allons revenir un peu plus dans le fond. D'abord, l'analyse du traitement de cette actualité par la presse, notamment par le quotidien Ouest Littoral. Est-ce que ce journal a quand même le mérite de remettre sur la sellette ce débat? Est-ce qu'aujourd'hui, il est fondamental de pouvoir trouver un contenu à la fête du 20 mai? C'est ce que j'étais en train de dire. Je vous dis que moi, je pense que le débat est ouvert depuis des années. Sauf que, comme nous avons un système institutionnel et politique qui ne favorise pas un dialogue patriotique, un dialogue citoyen franc et sincère, personne n'a jamais véritablement voulu ouvrir cette page d'une histoire qui pourtant continue à poser des problèmes. Vous savez qu'il y a certains concitoyens dans le sud-ouest qui continuent à revendiquer leur État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une diversion en réalité qui s'est mise en route. C'est que on parle du tribalisme, on parle de... Mais le problème du Cameroun, le problème de l'État unitaire, c'est que lorsqu'on est passé à l'État unitaire, on n'a pas dit clairement quelles sont les obligations des uns et des autres. C'est-à-dire que quand vous voyez les anglophones, vous demandez, est-ce qu'il est possible qu'un jour, un anglophone se retrouve président de la République du Cameroun dans le système actuel, qui est un système qui ne favorise pas forcément l'alternance de manière systématique. Donc, l'un des problèmes aujourd'hui, donc, si par extraordinaire ou par extrapolation, certains confrères posent le problème de tribalisme, posent le problème d'unité au sens que les tribus doivent s'entendre, on est en pleine extrapolation, on a quitté le fondement, la question fondamentale de l'unité au Cameroun, qui était l'unité des deux États. Ce n'était pas l'unité entre les Bamileke, les Bétis, etc. C'était d'abord l'unité des deux États. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que on est clair, est-ce qu'on sait exactement quel était le contenu de l'unité entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental? Le reste me semble être du folklore, tout simplement. Est-ce que vous pensez que des journaux, parce que je suppose que vous avez suivi avec beaucoup d'attention la revue de la presse de Sandrine Yamga, est-ce que la presse a posé des questions fondamentales autour de l'unité du Cameroun à travers la célébration du 20 mai? Je suis au regret de ne pouvoir répondre à votre question exactement dans le sillage de la question telle que vous la posez, parce que n'étant pas journaliste, je ne peux pas juger de la pertinence des problématiques que la presse a soulevées, mais je crois avoir lu ici et là qu'il ressort des analyses multidimensionnelles qui ont été faites, qu'il y a un problème. Voilà ce que je retiens. Il y a un problème au niveau de la presse, ça a été relayé, mais seulement la problématique tarde à être mise sur la table par les acteurs qui ont qualité,
qui ont compétence pour poser la problématique et faire des essais apporter des essais de solutionnement. Et comme l'a dit Joseph-Marie Elondo, l'histoire de l'unité nationale, c'est en quelque sorte l'histoire d'un dol. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire d'une escroquerie politique. Parce que au Cameroun, nous avons opéré une déviation extraordinaire qui nous fait aujourd'hui appeler le système politique centraliste l'unité nationale. Il faut faire une différence. Il faut faire une différence entre l'unité d'un peuple et le système politique. La date du 20 mai 1972, c'est la date au cours de laquelle on est passé d'un système politique fédéral à un système politique centraliste. Et aujourd'hui, le pouvoir d'Ahidjo, ensuite celui du renouveau, le choix du 20 mai comme la date de l'unité nationale n'est qu'un choix idéologique. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, je suis désolée. Le jour, la date anniversaire, c'est-à-dire ce fameux jour où les deux drapeaux sont tombés, d'un côté le drapeau de la République du Cameroun, c'est comme ça que ça s'appelait avant, et de l'autre côté le drapeau britannique, parce que par ailleurs les Southern Cameroun n'avaient pas réussi à obtenir des Britanniques qui ne voulaient pas que cette partie du Cameroun se rallie à nous. Eh bien, ils avaient encore le drapeau britannique parce qu'ils n'avaient pas acquis leur indépendance. Dans ce même jour, ils obtiennent leur indépendance et ils opèrent la jonction sur la base d'un système politique fédéral avec le Cameroun francophone. Voilà, c'était le 1er octobre 1961. C'est ce jour-là qui, du point de vue historique, objectif, scientifique, c'est ce jour-là qui est le jour anniversaire de l'unité nationale au sens réunification du terme. Mais maintenant, le 20 mai, c'est le jour du référendum, excusez-moi. Le 20 mai, nous avons tous fait un peu du mimétisme en suivant l'idéologie dominante, qui est celle du pouvoir central, mais ce n'est jamais qu'une idéologie, ce n'est pas la vérité de l'histoire. Et je crois savoir que le Cameroun est l'un des rares pays dans le monde qui, comme ça, d'une manière, parce que je ne sais pas en quoi le 1er octobre 1961 constitue un danger, au point où chaque 1er octobre, on enferme les Camerounais de cette partie qui sont particulièrement sensibles. Parce que chez eux, ça a fait l'objet d'un référendum où il y avait match, pour le dire comme au quartier, parce qu'il y avait le KNC, il y avait le KNDP, et c'est sur la base du communiqué conjoint signé par John Gufoncha et par Ahidjo que le KNDP réussit à battre le KNC dans les Southern Cameroun et obtenir donc ces réunifications. Donc on ne confond plus réunification et changement de système politique. Ça, c'est la première chose que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous allez revenir pour qu'on parle un peu des autres symboliques. Sur le traitement de l'actualité, de cette actualité par la presse, merci de nous avoir retrouvés à ce plateau. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDP, c'est le parti au pouvoir. Oui, merci, Monsieur Maroc. Le 20 mai, est-ce un choix idéologique? Bon, je renvoie d'abord une très bonne fête au maire. Et je pense comme ça, c'est qui est très loin, ma mère qui n'est plus avec nous, et à vous, beaucoup de maires. Je voudrais dire simplement que idéologique, non, je crois que vous avez posé un problème, je suis, M. Taillé, en train de développer. West Littoral a eu, je parle de courage, hein, d'être ce journal qui a posé ce problème, même si les autres ne l'ont pas développé. Je crois que nous allons fêter ce cinquantenaire bientôt et qui va rassembler dans Abuya tout ce que nous avons comme intelligentsia et que le problème doit se poser aujourd'hui. Et il faut le poser, il faut avoir le courage de le poser. Idéologique, je dis, je crois qu'elle a très bien développé et je partage son avis. Je pense qu'il faudrait, comme West Littoral a dit, de revenir et puis d'arrêter quelque chose qui doit rassembler les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, non. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette évolution démocratique irréversible, il est question aujourd'hui de retrouver maintenant quelque chose de fort, où les Camerounais se retrouvent derrière leur drapeau, le vert ou jaune, pour que chaque Camerounais, partout où il est, puisse se sentir chez lui. Et je pense que le problème étant posé ainsi, que les juristes,
les pères fondateurs qui existent aujourd'hui puissent se retrouver à travers la fête du cinquantenaire pour poser le premier arrêté, quelque chose qui va rassembler les Camerounais. Pour le reste, maintenant, c'est question des politiques. Alors, cela veut dire que vous vous accordez avec Alice Sadio et aussi avec le quotidien Ouest Littoral et bien d'autres journaux qui ont traité de cette actualité cette semaine, qu'on n'a aucun instrument qui nous fonde à croire qu'il s'agit justement d'une fête nationale. Et qu'il faudrait rechercher quelque chose où les Camerounais se retrouvent. Tous. Je suis très heureux de constater que pour une des rares fois, un éminent membre du RDPC est d'accord avec le traitement de la presse, avec le traitement de l'information ou bien de l'actualité faite par la presse camerounaise, parce que très souvent, ils ont l'habitude de penser que nous sommes contre eux ou bien quelque chose de ce genre. Merci à Edouard Fouchivé de nous le conseiller. Je le lui conseille d'ailleurs. Et je voudrais d'ailleurs dire que en réalité, le mot unité nationale ne devrait même plus se poser au Cameroun, parce que cela est déjà pratiquement dépassé. C'est dépassé et c'est encore un autre fondement pour que on dépasse déjà le cadre de l'unité nationale. En dehors de quelques velléités sécessionnistes sortant du Southern Cameroun ou bien du Cameroun anglophone, où généralement le 1er octobre, comme l'a rappelé tout à l'heure Ali Sadio, il y a quelques membres du SCNC qui manifestent. Je crois que les Camerounais sont fiers d'être Camerounais partout où ils se retrouvent. Et donc le problème de l'unité nationale ne se pose plus. Un Bamileke peut être au sud, à Ebolova ou n'importe où. Un anglophone peut être n'importe où. D'ailleurs, je peux vous faire une révélation. Nos vaillants téléspectateurs le savent très bien. Dans le Vouri, dans le littoral, on a eu des hommes politiques, à l'instar de Fampou David Dagobert, à l'instar de Robert Koloko, Pierre Tchanké et bien d'autres, Garba Oudou, qui disaient à qui veut les entendre, paix à leurs âmes, parce que pratiquement ils sont tous passés de l'autre côté de la vie, qui disaient à qui veut les entendre qu'ils se reconnaissent comme étant des natifs Sawa. Et les Sawa les avaient adoptés ainsi, et il en va un peu partout au Cameroun. Donc, chacun est fier de se retrouver là où il est. Mais le problème qui se pose à cette unité nationale, c'est la gestion que les hommes politiques, ou bien que le renouveau, ou bien le gouvernement en place fait de cette unité nationale. Parce qu'on ne peut pas parler d'unité nationale, alors que dans un gouvernement de 65 membres, on retrouve pratiquement 45 membres d'un seul clan. On ne peut pas parler d'unité nationale, alors que dans un gouvernement, on retrouve 6 membres d'un petit arrondissement que je ne veux pas citer ici là. Voilà le problème que l'unité nationale, que les gouvernants posent pour enfreindre notre unité nationale. Alice Sadio. Oui, merci de me redonner la parole, parce que j'allais dire, lorsqu'on s'est accordé que le 20 mai est un choix idéologique et non historique ni scientifique, on peut maintenant questionner, parce que le pouvoir en place a la force pour imposer ce choix idéologique. Peut-être que si nous avions été au pouvoir, on l'aurait imposé. Peut-être que notre choix d'une autre date ne serait pas neutre, il faut le reconnaître. Mais seulement, quand on a reconnu que ce choix est idéologique, il faut maintenant analyser, questionner la dimension procédurielle. C'est-à-dire que chaque 20 mai, et j'ai envie de vous citer, lorsque vous parlez, reprenant les journaux de la fête des 20 et des mai, moi j'ai envie de dire, des 20 et des mai pour une petite élite suspendue au-dessus. Or, voyez-vous, le fumier de l'unité nationale, quand bien même les dates seraient faussées, c'est une fusion des cœurs. Ça n'obéit pas à un décret, ça n'obéit pas à une loi. L'unité nationale, c'est quelque chose qui appelle à la cohésion sociale depuis les bas-fonds, ou depuis la masse. Or, j'ai envie de demander au boulevard du 20 mai et dans tous les autres boulevards de nos grandes villes, lorsque l'armée défile, les écoliers, les universitaires défilent, ensuite les partis politiques, lorsque je regarde ce tableau à la télévision, Fénelon, j'ai envie de dire que le 20 mai est devenu chez nous le jour de la grande division nationale. Parce que c'est ce jour qui est devenu le jour par excellence où chacun se replie dans son carcan politique
dans sa chapelle politique, dans ses couleurs. Et puis on va au boulevard du 20 mai. Une fois de plus, le numéro 1, qui est le pouvoir central, impose sa donne. Aucun autre parti ne peut défiler avec une banderole qui véhicule sa sensation par rapport à cette unité nationale. Seul le parti au pouvoir peut porter des banderoles et imposer, si les autres le veulent, des messages aux autres formations politiques. Donc ça, c'est un déficit, je crois, c'est un déficit d'unité nationale. C'est même le poison, j'allais dire, de l'unité nationale. Pourquoi le 20 mai, comme le régime actuel l'a choisi, n'aurait pas pu être la fête des peuples dans les communes? Le jour où justement on se débarrasse de sa chapelle politique pour aller dans la commune qui est la commune du peuple, de la circonscription, pour célébrer la nation, indépendamment de nos appartenances politiques. Ça, c'est une piste qu'il faut explorer. Et puis, il faut se dire qu'aujourd'hui, au-delà des deux entités qui se sont réunies ce 1er octobre 1961, il n'y a que l'élite politique de nos jours s'est donné 30 ans de pouvoir pour quand même déconstruire l'effort de cohésion et de construction de l'État-nation qui s'opérait déjà entre les ethno-nations qui avaient les ethno-nations antérieures à l'État. J'entends par là les problèmes de tribalisme, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mon tuteur qui m'a élevé parle couramment et Ondo, parce qu'à leur époque, quand vous arriviez, on vous recevait d'une certaine manière. Aujourd'hui, l'élite politique a réussi à distiller une autre vision de l'autre, qui n'est plus cet autre à envisager sous l'angle du vivre ensemble, mais qui est cet autre qui constitue l'étranger, l'ennemi, celui qui constitue une menace pour mon espace vital. Toutes choses qui ont amené les journaux cette semaine à parler d'une célébration de l'unité dans la désunion et dans la discrimination, parlant des partis politiques à qui on a imposé pratiquement un silence à la place des fêtes. Est-ce que cette titraille cadre avec la réalité qui a été vécue? Non, je voudrais pas entrer dans... C'est des polémiques politiques. Je voudrais plutôt dire que nous sommes tombés d'accord sur cette notion de la recherche d'une date d'unité, mais curieusement, vous venez de développer encore une division derrière que je ne comprends pas. Si l'unité d'abord est une fusion, une acceptation... de vivre ensemble. Et puis, il n'y a que le politique pour porter. Il n'y a que le politique. Et c'est pour ça que la Fouman, c'était les politiques. Aujourd'hui, dire que les partis politiques ont défilé, mais c'est normal que les partis politiques défilent. Je ne sais pas de quelle branche politique vous êtes. Peut-être vous n'êtes pas politique. Je suis de l'AFP. Vous êtes de l'AFP, mais oui. Curieusement, vous n'avez pas défilé. Ben, pourtant, il y a beaucoup. Je crois qu'il y a 19 partis politiques qui ont défilé. Nous n'allons pas dire que ces 19 partis politiques... Défilé dans quelles conditions, dans tous les cas? Maintenant, ça dépend. Je questionne la procédure. Nous sommes maintenant... Vous voyez que nous sortons maintenant du cadre de la recherche de cette fusion de cœur pour voir maintenant les données. Non, ils ont défilé. C'est, pour moi... Peut-être faudrait-il réajuster s'il y a eu des dysfonctionnements. Mais il est tout à fait louable. Est-ce que vous acceptez qu'il y a eu des dysfonctionnements? En tout cas, c'est mais il ne peut pas ne pas avoir de dysfonctionnements. Ces incongruités. Il ne peut pas ne pas avoir de dysfonctionnements. C'est tout à fait là où on se retrouve à 1 ou à 2, il y aura toujours. Mais les partis, jusqu'à dire qu'il n'y a que le RDPC qui défile avec des banderoles. Des banderoles. Mais nous, ici à Douala, on dit, si vous voulez défiler avec des banderoles, vous les présentez pour qu'on puisse. Il y a toujours le truc de comité de censure. Ça s'est passé pareil pour le RDPC. Bien sûr, nous n'avons pas. Je crois quand même que là maintenant, nous voulons maintenant revenir au niveau des chapelles politiques. Je ne vois pas des banderoles du RDPC au boulevard de 20 mai avec un message qui n'était pas le message de l'unité. Je ne vois pas. J'ai vu des partis politiques défiler avec des banderoles. J'ai vu des partis politiques défiler à la hitléenne. Mais c'est plus grave. Quand vous défilez à la hitléenne, au Cameroun aujourd'hui, quand on lève le poignet pour montrer que je suis Hitler et de dire maintenant que unité je dis. Hitler dont vous parlez. Vous voyez donc que vous avez parlé de banderole. Je vous ai donné un signe qui aujourd'hui, lorsque vous avez vécu cette notion d'histoire et que vous levez le poing à la hitléenne, ça fait trembler. Pourtant, ils ont défilé. Et personne n'a dit, c'est vous qui venez de me faire comprendre maintenant qu'il y avait les banderoles du RDPC.
avait les mentions faites étaient les mentions de l'unité, de renforcement de l'unité, d'appel à la paix, d'appel à la vision de demain. Je crois que si un parti politique l'avait fait, je peux me permettre quand même de vous rappeler, je vous en prie, Alissa Diop, que à Bafoussam, dans la région de l'Ouest du Cameroun, des partis politiques de l'opposition avaient été interdits de défiler. Mais monsieur Maroc, je vais vous dire, j'ai même appris que le CPC n'avait pas défilé. Donc, je vais vous dire quelque chose. Le défilé, si vous ne le saviez pas, autour du gouverneur de la région du littoral, existe un comité dans le cadre de la région du littoral en charge de préparer la fête du 20 mai. Les partis politiques doivent s'inscrire. Vous ne venez pas à la place de défiler le matin pour dire que vous défilez. Non. Demandez donc à ces partis politiques qui se sont retrouvés maintenant à la place de défiler si, au préalable, ces partis politiques étaient annoncés au défilé. Je peux ramener Bafoussam. Oui, alors la région du littoral. C'est la même chose. Je voudrais dire que la région de l'Ouest. Je voudrais dire, monsieur Maroc, je voudrais dire simplement que je ne vois pas l'intérêt pour un comité régional de refuser qu'un parti politique puisse défiler. C'est tout. Et je dis donc que s'il y a eu, par exemple, ce refus, c'est qu'en amont, il y a eu quelque chose qui n'était pas. Oui, je pense que le débat est un débat institutionnel. Parce que si vous rentrez dans les méandres de la gestion quotidienne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout cela est organisé par une bureaucratie kleptocratique qui, bien entendu, aime se faire là pour se faire un peu de rétrocommission. Parce que lorsque vous prenez 4 milliards, vous divisez par 13,5, ça fait 307 000 francs par convive. Il me semble que c'est quand même exagéré. On parlait de 4 milliards. 4 milliards. Que les révélations faites par la presse. Oui, 4 milliards ou 13 000. Auraient été dépensés. Et donc, vous avez vérifié la conformité. Pour la réception au palais de l'unité. Voilà. 4 milliards. Vous croyez en ces chiffres? Pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous que est-ce que c'est pas un problème de foi? Oui, mais c'est des journalistes. Je vous en prie. Mais vous permettez. Non, j'ai dit que déjà, pour moi, dès que vous rentrez dans cette soupe-là, vous ne vous en sortez pas. Parce que c'est les bureaucrates qui organisent ça, qui sont le premier ennemi même du système, qui, eux, recherchent leur prébande. Ce qu'il faut dire ici, c'est que, et c'est clair que, la fête qui était la bonne fête, c'était la fête de l'indépendance du Cameroun. Et cette fête-là, on l'a déviée intentionnellement. Parce qu'elle devait nous conduire vers une quête de plus en plus forte de notre indépendance. C'est-à-dire, il était de 1960 jusqu'à 12 ans après, lorsqu'on a cassé ce rythme, il y avait un certain nombre de questionnements et de problématiques qui étaient pertinentes, à savoir, par exemple, l'indépendance monétaire. Il y avait plus loin, avec la mouvance intellectuelle et politique qui se mettait en marche, il y aurait un certain nombre de revendications qui seraient faites. Malheureusement, on a aiguillé l'équipe Aïdjo vers cette affaire d'unité, ok? Cette affaire d'unité-là, dans laquelle personne ne se reconnaît aujourd'hui. Parce qu'on parle d'une affaire d'unité entre deux États, et on se retrouve aujourd'hui à parler des partis politiques, à parler de sais pas moi, des tribus. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la diversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique est la suivante. Le modèle institutionnel et politique du Cameroun permet qu'il avance. Parle-t-on d'unité au Nigeria, parle-t-on d'unité aux États-Unis, alors que c'est des États fédéraux? Est-ce que la problématique centrale n'est pas celle d'un modèle institutionnel et politique susceptible de faire en sorte que les Camerounais se retrouvent dans leur quotidien, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils s'instruisent bien, qu'ils se soignent bien? Donc, moi je pense que la question de l'État central est un menu central également de ces débats. Et Alice Sadio l'a pertinemment démontré. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que vous observez? Bien, au fil des ans, nous avons un président empereur. N'est-ce pas que les uns et les autres, adultes, lui donnent la place de Dieu sur terre. Vous les voyez là, hein? Tous, personne ne doit parler. Il faut que les banderoles soient contrôlées. Il faut qu'un comité soit mis en place pour censurer, etc. De quoi on parle? On parle d'un État libre, un État multipartisan, où les partis politiques font la politique qui correspond aux lois de la République. On parle d'un État en quête de démocratie et de plus de liberté pour les peuples. On parle d'un pays où effectivement on a besoin d'une gestion et d'une gouvernance globale qui correspondent à un modèle moderne. Il me semble malheureusement qu'aujourd'hui, on a réussi tous à nous amener dans ce tunnel sans fin
où le débat alimentaire est en train de prendre le dessus précisément sur le débat institutionnel, politique et idéologique. Oui, mais je crois qu'il faut... je voudrais faire une parenthèse peut-être avant qu'il vienne. Je crois que nous évitons de faire des cours. Et voyons ce que le Cameroun doit être. Vous ne pouvez pas dire, et je voudrais vous corriger. Vous ne pouvez pas me corriger. Je vous corrige. Vous voulez peut-être reprendre quelque chose. Mais je vous corrige. Vous ne corrigez pas ce que je dis. Je dis donc que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'un président est élu empereur. Mais c'est un président empereur. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle de monarchique. Voilà, c'est vous qui n'avez pas. Voilà, vous n'avez pas de. Vous n'avez pas suffisamment. Je vous ai dit. Je dis donc que. Je dis, je vous corrige. Et je vous assure ouvertement, je dis, je vous corrige parce que si aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'unité et de rechercher comment les Camerounais doivent se retrouver au sein d'une entité et qu'un président soit élu démocratiquement et que vous l'appelez empereur, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de discuter aujourd'hui. Il faut quand même respecter notre faible démocratie. Respectons notre faible démocratie. Notre démocratie n'est pas faible, c'est vous qui la faiblissez. Disons qu'avec les techniques justement de dictature, de censure, vous savez, monsieur Lundu, vous parlez parce que si vous voulez qu'on vous écoute, disons aux Camerounais qui nous suivent ailleurs, ce que nous sommes en réalité. Je suis un homme politique. Et je dis que nous parlons aujourd'hui de politique, de cette unité où nous devons nous retrouver pour que le Cameroun vive. Mais je dis, je ne peux pas vous concéder le fait que pour un président qui est le futur, du RDPC ou du SDE, n'importe quoi, que vous l'appelez ce jour 26 mai empereur. Et je pense que vous allez vous excuser. Merci Edouard, merci à M. Possivet pour cette correction. Parce qu'en réalité, il y avait 3 choses à corriger autour de ce plateau. Tout à fait. Edouard l'a fait pour la première et je lui tire un grand coup de chapeau. Alors, parce que nous sommes dans une république où il y a eu des élections démocratiques avec des protagonistes. Donc, je parle là en journaliste, s'il vous plaît. Bon, maintenant, il a corrigé la première chose. Je passe aux deux autres choses. En son temps, vous avez dénoncé. La deuxième chose à corriger. Par rapport à cette élection aussi. Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat, Fénelon. La deuxième chose à corriger, c'est par rapport au défilé des partis politiques. Je crois que chaque fois, on devrait savoir que lorsqu'on est dans un pays, quel que soit le pays, il y aura toujours quelqu'un qui peut être l'exécutif, qui donne le ton et qui donne la manière de défiler. Il revient aux partis politiques et c'est là où j'ai toujours accusé les partis politiques au Cameroun qui croient qu'on doit leur donner tout sur un plateau d'or. Les partis d'opposition ne doivent pas croiser les bras. Le pouvoir s'arrache. Les partis d'opposition ne doivent pas croiser les bras. Et quoi, non, je voudrais donc leur dire que si l'État en place, si le gouvernement estime qu'il doit organiser la tenue des banderoles et autres pancartes, il leur revient à eux, les partis politiques, de contourner, par exemple, avec une sorte de mobilisation, comme on l'a rappelé tout à l'heure, où le SDF a défilé le poing levé. C'est une manière de revendiquer. Et je peux même vous dire que le SDF a fait une véritable démonstration de force qui même inquiète le parti au pouvoir ce jour-là. Je n'ai pas terminé, s'il te plaît. Et donc, les partis politiques doivent chercher à trouver comment contourner toutes ces théories ou bien manières imposées par le parti au pouvoir. Ensuite, on a parlé de 4 milliards de francs CFA qui ont été dépensés au Palais de l'Unité. Et c'est le confrère de Mutation qui a révélé le scoop. J'ai l'habitude de dire que très souvent les journaux camerounais parfois me surprennent. Sensation. Tantôt parce qu'on est à la recherche de scoop, on fait dans le sensationnalisme et souvent vide de contenu. Parce que un journal sérieux, un journal qui se veut sérieux, un journal qui a fait des investigations, ne peut pas avancer un pareil chiffre sans un début de preuve, un seul commencement de preuve. Un journal qui se respecte aurait dû apporter tout simplement, ne serait-ce qu'une facture proforma en facsimilé. Je ne veux même pas parler de facture définitive, soit de la décoration, soit de beignets haricots ou de toute autre chose. Et puis, je chute par là en disant qu'on a affaire à une institution de l'État. Il s'agit de la présidence de la République et je sais
Combien de milliardaires compte ce pays? Ces multimilliardaires seraient d'ailleurs très fiers, peut-être que ça a été le cas. Le champagne qu'on a bu au Palais de l'Unité, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas un milliardaire qui l'a offert? Vous y avez été? Si, je n'y ai pas été, mais je sais comment ça se mais fait. j'ai envie de dire à mon prédécesseur qui vient de me donner la parole que lui aussi fait dans la spéculation. Quand il nous entraîne vers les suppositions selon lesquelles les milliardaires de ces pays auraient pourvu pour que... je dis bien aurait. Ce que mon confrère n'a pas fait, il a dit qu'on a dépensé 4 milliards. Oui, il n'a même pas dit qu'on aurait dépensé 4 milliards. Quelqu'un a déjà divisé par 2,5. Lorsqu'un journal fait des allégations, on connaît la procédure, la loi existe. La loi existe, mais j'allais tout simplement dire que dans un contexte de démocratie, mais si vous me le permettez, j'utiliserai davantage l'expression du penseur qui a parlé de démocrature. Parce que ce n'est pas une démocratie, je suis désolée. Lorsqu'on est dans un système de démocratie, la liberté d'expression veut que la presse nourrisse ses pages des informations, des scoops. Et lorsqu'on a en face un pouvoir central qui ne dirige pas dans la transparence, parce que le pouvoir, le cabinet civil aurait tout simplement décliné le coût de cette fête, que ça aurait empêché aux journalistes de spéculer ou de faire d'avancer des chiffres. Et jusqu'à... Mais personne n'a même fait allusion. Mais vous fixez... C'est nous qui avons calculé pour 300 000. Vous citez un journaliste qui a parlé de 4 milliards. C'est sa parole contre personne n'a parlé. On attend que le pouvoir en place dont vous êtes proche apporte la preuve du contraire. C'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Je crois que les dépenses... Je crois que... Pas pour prestiger. Alice, on nous entraîne pas dans le méandre de spéculation des milliardaires. Parce que par ailleurs, il ne s'agit pas d'une fête des enchères. Il s'agit d'une fête nationale. Et l'argent du contribuable existe dans la cagnotte qui s'appelle le trésor public et peut très bien financer. Et que les dépenses de la présidence de la République... Il faut absolument qu'il y ait. Donc l'argent du contribuable peut financer les festivités. Et justement, ce que j'ai voulu, je n'ai pas voulu m'appesantir sur les 4 milliards. Vous terminez, s'il vous plaît. Mais je dis, ces festivités auraient dû partir du bas vers le haut. Vous comprenez? Ceux qui sont en haut, la minorité élitiste, a déjà bu tellement de champagne, on aurait pu, si c'est leur option de la commémoration de l'unité nationale, on accepte, mais ils auraient pu décentraliser ça pour que l'informel. Nous sommes sans couper. Toutes les sous-préfectures, tous les régions. Je dénonce la fête partisane de l'unité nationale. Alice, revenez. Je suis dans mon quartier, j'habite Yaoundé. Et je dis que là-bas, c'est encore une histoire des partis politiques. Je dénonce. L'AFP dénonce parce que le 20 mai devrait être une fête des peuples et non une fête des partis. Je chute, Mao Fénelon, s'il me permet de chuter, pour dire justement que l'unité nationale a besoin d'être fortifiée. Elle a besoin d'être encadrée. Je suis d'accord avec monsieur du RDPC. Monsieur Fauchivé du RDPC. Elle a besoin d'être encadrée. Vous ne connaissez même pas mon nom, donc si je sais déjà de quel parti vous êtes. Je suis en avance dans l'information par rapport à vous. Vous ne savez même pas de quel parti je suis. Donc, je dis donc qu'elle a besoin, cette unité nationale, d'être encadrée par le politique. Et je dis que l'encadrement est idéologique. L'encadrement ne respecte pas les fondamentaux historiques des faits qui ont contribué à l'édification de l'État-nation encore en cours. Parce que l'État existe, parce qu'il y a une constitution, il y a un peuple, il y a un territoire, mais la nation est en construit, je persiste et je signe, parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des petites secousses dans cette République, c'est l'élite politique qui devait justement encadrer de manière éthique cette fête nationale qui monte au créneau pour utiliser des discours tribalistes à l'essence. Là, je considère ça. C'est qu'elle a dit. L'opposition de la communication, c'est aussi pour arracher. Qui vous dit que je ne suis pas dans un processus d'arrachage? Mais Alice, vous savez. Ne me coupez pas la parole tout le temps. Alice a dit, on n'a pas la parole. C'est pour arracher. Alice, vous avez parole à Joseph Marou. Je voudrais dire ici que le brouhaha qui s'anime à ma droite, et qui en fait, après 20 années d'action sociale et de réflexion, je sais identifier des gens qui défendent un beefsteak. Moi, je peux les identifier. Exactement. Donc, je veux dire ici que quand je parle d'empereur président, cela part de plusieurs choses. C'est 31 ans de règne sans partage. C'est des nominations au Sénat. C'est un parti politique hypertrophié.
Lorsque des gens rentrent dans un système comme celui-ci et refusent, des gens que je connais, d'ailleurs intelligents à la base, et se refusent de faire une analyse anthropologique, politique, sérieuse, lorsque je rencontre des gens qui sont quand même des jeunes confrères, et qui se permettent de mettre eux sur un plateau en doute l'information d'un grand confrère, sans eux avoir au préalable vérifié la contre-information, bon, cela me semble quand même assez étonnant. Et là, je questionne l'investigateur. Donc, je veux dire ici que pour chuter et finir, je dis c'est clair. Notre problème, c'est que les intellectuels ont tourné le dos à la réflexion. Nous disons que le modèle politique central, qui fait d'un homme le dieu de la terre, est un mauvais modèle. Et ce n'est pas une insulte vis-à-vis de cet homme. C'est même cette bureaucratie et ces intellectuels de la mangeoire qui ont produit cet empereur président, contre qui personne ne peut rien dire, qui a toujours raison en tout temps et en tout lieu, qui peut modifier la constitution quand il veut à sa guise. Il me semble que ce sont là des traits bien précis qui identifient un empereur. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ici, je chute, une élection au Cameroun. Vous savez très bien à quoi cela renvoie. Ça renvoie à des pots de vin, ça renvoie à quelques litres de vin rouge, à quelques maquereaux et à quelques kilos de riz. Je crois que je me retrouve... En quelques secondes. Oui, en quelque sorte, je me retrouve. Je ne suis plus... Peut-être que je ne dois pas être au Cameroun, parce que ce qu'ils viennent me dire, je ne comprends pas. Un président qui nomme les sénateurs, franchement, on est où là? Mais la Constitution confère au président de la République de nommer 30 sénateurs. C'est pour ça que je vous dis quelque chose. C'est ce que je vous dis. Vous devez, non, suivez. Vous voulez qu'on vous suive. Mais à un moment donné, chuter. Je dis ceci et je vais chuter. Si vous voulez faire de la politique, engagez-vous dans le concept politique. Si vous voulez faire des critiques, restez donc en dehors des politiques et critiquez. Parce que quand vous vous mélangez, on ne vous comprend plus. Parce que vous ne pouvez dire que le politique ne peut pas être clair et... Vous ne pouvez pas... Je continue à dire que au Cameroun, pour avoir voté un président de la République, mettre sur pied un Sénat, et qu'aujourd'hui, vous critiquez déjà tout ce qui a été fait, je ne vous comprends pas. Entre-temps, nous évoluons. Le Sénat, ceux qui sont nommés sont au Sénat, ils participent. Le président de la République a été élu et il participe. Votre rêve d'empereur, c'est des pour... C'est le partage du dernier gâteau. Vous devez être essentiel pour dire que la célébration de la fête du 20 mai, c'est un choix idéologique. Je vous invite dans la deuxième escale de cette émission. Cette semaine, c'est un sujet qui a fait également les choux plats de la presse. Le quotidien Mutation a titré Paul Biya et conduit Michel Djotodia, qui est le nouvel homme fort du président de la transition en République centrafricaine, qui était en visite en Guinée équatoriale et qui s'est prêté au jeu question de la presse panafricaine. Il a dit, à la question qui lui est posée, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas au Cameroun, il a répondu que l'agenda du président Biya est chargé. Est-ce que Casimir Désiré Tagne, cela porterait à croire justement qu'il a été conduit par Paul Biya? Et je crois que nous nous en tenons à la réponse officielle qui a été donnée et nous n'allons pas nous jeter dans les spéculations inutiles. L'envoyé du centrafricain a bien expliqué qu'il s'agissait du programme chargé du chef de l'État. Et puis, nous savons bien que il y a un fait, puisque on dit souvent les commentaires sont libres et les faits sont sacrés. Nous savons bien qu'au Cameroun, en ce moment, il y a la présence de l'ancien président déchu, François Bozizé, qui est là, qui peut être un obstacle à l'arrivée quelconque du président de la transition centrafricaine, Michel Djotodia. Je crois que, quel que soit le cas, nous devrions même louer la prudence du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, qui devrait être embarrassé d'accueillir sur son territoire en même temps le diable et Jésus-Christ en même temps. Je ne sais pas de quel côté. Chacun peut faire ses analyses. Chacun peut faire ses analyses comme il peut. Dans tous les cas, François Bozizé est au Cameroun jusqu'à l'heure actuelle et Michel Djotodia est justement celui-là qui l'a renversé. Que le chef de l'État accepte d'accueillir dans cette condition-là. Le titre de mutation est justifié. Le titre de mutation peut être justifié dans tous les cas d'une manière ou d'une autre parce que vous savez bien que le chef d'État a toujours été un homme prudent, un homme sage. Il sait pourquoi il a accueilli l'ancien président François Bozizé au Cameroun
Et il ne devrait pas en même temps accepter une chose et son contraire. Accueillir Michel Djotodia au Cameroun reviendrait à accepter une chose et son contraire, et là nous louons la sagesse du chef de l'État. Et la sagesse du quotidien Mutation. Et même du quotidien Mutation qui a révélé cette information. Enfin, mutation, réalité. Je ne suis pas défenseur de mutation ici, mais c'est bien qu'il y ait du bon et du mauvais dans la presse. C'est comme le monde, il y a du bon et du mauvais partout. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, je vais dire par rapport à ce sujet que je veux bien croire, comme certains journaux ont traité, que peut-être le fait qu'un policier camerounais serait détenu par l'ex-rébellion Séléka en RCA soit peut-être une motivation, une justification de ce que... Et puis qu'on a tué aussi certains Camerounais à la frontière qui allaient, des camionneurs qui allaient... Un camionneur qui allait, mais d'autres se sont plaints aussi de beaucoup de menaces et de coups de vol. Donc je préfère croire qu'il s'agit de cela pour peut-être une sorte d'appel d'ordre à la rébellion qui est aujourd'hui ex-rébellion en place pour qu'elle sécurise les frontières communes entre le Cameroun et la RCA. Parce que s'il s'agissait d'une question de principe, moi je dirais, de principe de constance politique, je dirais que je ne vois pas beaucoup de logique du point de vue de la constance principielle, pour la simple raison que Bozizé, qui est protégé, qui est au Cameroun actuellement en asile, lui-même n'est autre que le tombeur de Ange Félix Patassé peut-être pas encore en asile. En 2003. En transit. Non, si écoutez, on devrait avant que ce ne soit à la communication gouvernementale. Oui, avant que ce ne soit dit par le gouvernement ou par la presse gouvernementale, les faits sont là. Les faits parlent plus fort que les vouloirs des uns et des autres suivant les penchants. Donc, je voulais dire que je n'y vois pas de la constance, parce que Bozizé lui-même, c'est le tombeur de Ange Félix Patassé. Et puis, je me serais attendu de la part du chef de l'État, qui est quand même, je crois, le plus vieux en poste, pour le moment, dans la sous-région, le deuxième plus vieux dans la sous-région, et vu aussi la position géostratégique du Cameroun, je me serais attendu à ce que notre chef d'État fasse plutôt preuve de neutralité. Parce que c'est ce que nous disons, nous appelons souvent les États des Blancs, entre guillemets, à ne pas faire de la... Oui, bien entendu. L'autre est en asile justement parce qu'il s'agit de sécuriser la sécurité physique, la vie d'un chef d'État déchu, mais en même temps l'autre qui a pris le pouvoir en attendant que les médiateurs n'arrivent à un arrangement pacifique. Il y a cette situation ambivalente à la tête du pouvoir en République centrafricaine. Donc, et puis, il faut aussi dire que ce phénomène de tombeur des chefs d'État en Afrique et de recherche de légitimité, là je parle maintenant pour M. Djotodia, qui est en poste, c'est une preuve de déficit de légitimité. Parce qu'ailleurs, quand on élit un chef d'État ou quand on prend le pouvoir, d'abord on ne le prend pas par la force comme c'est fréquent chez nous. Quand on arrive en poste, eh bien, on dirige, tout simplement. On ne recherche pas la légitimité en faisant le tour des autres pays ou alors en attendant désespérément des lettres de félicitations venues d'outre-mer. La présence de Michel Djotodia au Cameroun menacerait-elle la sécurité de Bozizé? Moi, je voudrais toujours qu'on analyse, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à louer ou à dire tel est sage. Ce problème n'est pas là. Paul Biya a-t-il éconduit Djotodia? Si, il l'a éconduit. Le gars a demandé une audience, Paul Biya n'a pas reçu. Maintenant, les explications peuvent être diverses. Mais une chose est certaine, il n'a pas été reçu. Donc, ce que Mutation dit, c'est simplement qu'il a été éconduit. Parce qu'il a demandé et il n'a pas reçu. Les raisons peuvent être pardon, etc. Maintenant, si on passe au cri de l'analyse de la situation, il est normal, quand on connaît Paul Biya, qu'il ne navigue jamais en eau trouble. Vous savez que Biya n'aime pas naviguer en eau trouble. Il faut que ce soit calme. Qu'il comprenne très bien tout ce qui se passe avant d'agir. Et dans ce sens, si on le connaît, on sait que de tout, il ne recevra pas ce Michel-là avant. D'autant plus que
dans la crise centrafricaine, il y a des problèmes qu'il faut relever. Notamment la position d'un certain, comment il s'appelle le président tchadien, Idriss Déby Itno, qui a trouvé le parapluie sécuritaire de la sous-région, en appuyant ces forces-là, qui ont assassiné, qui ont fait tuer un certain nombre de personnes, des soldats qui étaient venus pour la force d'interposition. Ça pose un problème lorsqu'on est un homme, je veux dire, qui minimalement essaie de respecter les règles qu'on a arrêtées entre confrères de la sous-région. On ne peut pas supporter, quand on est Paul Biya, 31 ans au pouvoir quand même, on ne peut pas accepter de recevoir, de renverser les gens à son alentour et qu'on les reçoive comme ça le lendemain, leur donnant une certaine légitimité. Il me semble qu'il est important de le dire, et là je suis d'accord avec Sadio. Si vous êtes vraiment, parce qu'il y en a qui pensent que l'armée peut conférer un coup d'État pour conférer une certaine légitimité. On a vu dans certains pays, vous prenez le pouvoir, le peuple est derrière vous. On l'a vu en Guinée équatoriale, en Guinée Conakry à l'époque, on l'a même vu au Mali. Mais le problème ici, c'est que M. Michel Djodia n'a pas donné de gage, même de sa légitimité à l'intérieur. Il me semble qu'il va trop vite en besogne. Et même les chefs d'État de la sous-région qui le reçoivent, me semble que n'ont pas été suffisamment rigoureux, effectivement, pour que la sous-région avance dans la paix et la sécurité. Edouard Fouchivé. Oui, en matière de relations internationales, il faut se méfier de certains termes. Quand un président de la République veut rencontrer son homologue, c'est pour dire que mutation à le titre, il a raté. Hein. Là, tout de suite, il faut dire. Je ne partage pas l'avis des autres, même si, in fine, c'était ça, mais c'était trop fort, puisque nous sommes en relation internationale. En relation internationale, le calendrier de celui qui reçoit prédit. Et puis, il y a des thèmes qu'on ne dit pas. Et je voudrais plutôt, je suis d'accord avec Alice, qui a fait une analyse. C'est un problème beaucoup plus de stratégie. Hein. Le Cameroun est la porte d'entrée du Tchad et de Bangui. Et les difficultés politiques à l'arrière-pays du Cameroun, ces difficultés doivent être gérées avec tact. Et ça, c'est très important. Les autres pays, le Gabon peut recevoir le président aujourd'hui de Centrafrique, Michel, mais il n'y a pas de problème. Mais le Cameroun, quant à lui, doit se positionner d'abord comme porte d'entrée. C'est une stratégie. Et c'est pas pour rien qu'il a reçu en avant. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de calendrier. Ce n'est pas un problème. Au-delà même du problème calendrier, je voudrais rester dans les relations internationales et parler plutôt des données stratégiques. En recevant un émissaire du président tchadien... Vous revenez donc au titre de mutation et vous êtes en train de le justifier. Non. J'ai dit c'est fort. On pouvait trouver un autre terme. Je dis donc... c'est le mot « et conduire ». Oui. Et je dis donc que... Donc vous êtes capable de dire « évite ». Michel Djodia, par exemple. Si vous voulez. Le camionneur camerounais qui meurt à la frontière va rester dans la fonction d'échange et de données économiques entre le Cameroun et la Centrafrique. Et on se rend compte que si nous continuons aujourd'hui, si on n'arrête pas un calendrier réel au niveau de la sécurité de frontières, il devrait avoir effectivement des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, les trois pays sont entrés. Vous savez que nous avons un accord de 1999 qui relie les trois pays. Je crois qu'ils sont à la réélecture de cette convention parce qu'il y a effectivement un problème au niveau de frontières. Et aujourd'hui, celui qui vient d'arriver doit comprendre que les données économiques de son pays dépendent en amont du Cameroun. Et donc, si on continue à avoir des morts au niveau de la frontière, qui en réalité ne font que leur devoir, c'est qui devrait avoir de problème. Je crois donc, pour citer, je crois que le président Paul Biya a bien fait de ne pas recevoir, et c'est là où je partage l'avis de Taïe, a bien fait de ne pas recevoir le président Michel Djodia, en attendant, parce que celui qui est à Yaoundé c'est un poids lourd.
Et en attendant, nous espérons qu'il a un transit pour trouver maintenant le pays qui devra dans l'accueillir. Son transit, ça dure déjà depuis trop longtemps. Le président Biya a brillé peut-être par la réserve et la stratégie comme le soutien Edouard Fauchivé. Est-ce que vous comprenez tout de même la posture des autres présidents de la sous-région, notamment Bongo du Gabon et puis Obiangema de la Guinée? Et le Tchad, qui pratiquement tient la main à celui qui impose, qui pratiquement lui tient la main. J'insiste sur l'expression. C'est pour ça que je pense que notre chef de l'État aurait dû faire preuve d'un peu plus de stratégie. Parce que je reviens sur la position stratégique du Cameroun dans la sous-région. Le Cameroun est pratiquement le littoral de la sous-région Afrique centrale. C'est bénéfique pour nos affaires. Les autres ont besoin de nous pour toutes les transactions commerciales, douanières et autres. Mais nous aussi, nous en avons besoin parce que nous y faisons notre beurre. Imaginons donc par extraordinaire. C'est vrai que je crois soupçonner dans cette recherche effrénée de, comme je l'ai dit tantôt, une sorte de déficit de légitimité. Cette recherche d'être reçu par X, être reconnu par Y, c'est qu'à la base, dans son pays, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais supposons par extraordinaire que ce dernier réussisse à parcourir ce chemin et que désormais il devienne le numéro 1. Parce qu'il faut penser aussi à demain. Quelles seront les relations diplomatiques entre le Cameroun et la République centrafricaine? Il y a des centaines de milliers de Camerounais qui ont des intérêts d'affaires de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je dis le chef de l'État, justement parce qu'il a déjà offert un asile, ne m'enfermez pas, je vous en prie, dans les problèmes de sémantique, le chef de l'État lui-même n'aime pas ça. Vous vous souvenez de la fameuse histoire de large débat ou bien grand débat de contre Khomeini. Donc, le chef de l'État aurait dû faire preuve de tact et, ayant déjà offert l'asile politique à Bozizé, aurait dû recevoir l'autre pour l'écouter. Ça ne fait du mal à personne, justement, et se mettre dans la posture de celui qui veut concilier parce que l'autre est chez lui. Je crois que même Paul Biya avait été en position de force pour justifier une réception de ce Djotodia. Je retiens beaucoup de choses des interventions des uns et des autres, mais ce qui m'a le plus marqué dans toutes ces interventions, c'est celle d'Edouard Fauchivé, qui a parlé beaucoup plus d'un problème de calendrier politique. D'ailleurs, pour confirmer quelque part ce qu'il a dit et pour rassurer Ali Sadio que le Cameroun garde de bonnes relations avec la République centrafricaine, je dois dire ici, en tant que journaliste justement, que pendant la fête de l'unité au Cameroun, il y a eu un invité de marque qui était ici à Douala, qui était le ministre centrafricain, qui était l'invité spécial du gouverneur de la région. C'était un invité occasionnel. Pas occasionnel. Il est venu, je crois, 48 heures, accompagner le corps, la dépouille du Camerounais qui a été assassiné. Et il a décidé de rester sous l'invitation du gouverneur du littoral. Il pouvait accompagner la dépouille et rentrer le même jour. Il est resté parce que les autorités du littoral ont estimé qu'il pouvait rester, parce que le Cameroun a estimé que la République centrafricaine et la République camerounaise ont encore de très bonnes relations, malgré ces petits incidents. Et je dis, ce qui me fait encore plaisir autour de ce plateau, c'est que M. Joseph-Marie Elundu, qui tout à l'heure était en train de vouloir démontrer que nous avons affaire à un empereur, un dictateur et tout, a subitement reconnu que le chef d'État, avec ses 30 ans au pouvoir, ne peut pas céder tout d'un coup à de pareilles choses et ne veut pas naviguer en eau trouble, et pourtant, ne veut pas, s'il recevait le gouverneur de la région du littoral qui lui a reçu un ministre centrafricain qui est sous la diligence d'un homme qui a pris le pouvoir par les armes.
Ça, c'est les Vous pensez qu'il y a relations. une distinction à faire? Ça, c'est les relations C'est diplomatiques. l'incongruité de D'ailleurs, avant le gouverneur du littoral, il y a eu l'émissaire Dans la constance de la centrafricain. logique du Tout à chef fait. d'État. Il y a eu l'émissaire centrafricain C'est cette qui a été donnée. à Yaoundé. Il y a eu l'émissaire centrafricain qui a été à Yaoundé. Et puis, je peux vous dire que le gouverneur de la région du littoral ne peut pas prendre sur lui de recevoir un ministre centrafricain sans l'aval de sa haute hiérarchie, de la haute hiérarchie de la République. Donc, ça, c'est des faits. Pour ceux qui connaissent un peu l'administration, pour ceux qui ont fait un peu le droit administratif comme moi, comme nous à l'école, ils savent que un gouverneur de région ne peut pas agir sans avoir eu l'aval de sa hiérarchie. Mais là, c'est des relations qui mettent, n'est-ce pas, sur la sellette deux pays. C'est pour ça que C'est un tout traitement à l'heure, quelqu'un a parlé du calendrier politique et je crois que Vous aurez la parole. on ne perd rien à attendre. Et Michel Djotoja pourra arriver au Cameroun lorsque les institutions ou bien les gouvernants estimeront qu'il peut Nous arriver. allons refermer le, Ouais. le sujet. D'abord, Joseph-Marie Elundo et puis Edouard Fauchivé. Je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, je suis ni un homme politique au sens du politicien camerounais, je suis un analyste. Très bien. Et je ne suis pas là pour diaboliser les gens. Je décris des phénomènes qui peuvent scientifiquement être démontrés. Quand j'ai dit empereur président, c'est sans haine. Je n'ai rien de spécial, mais je décris ce qui est. Maintenant, si cet empereur président, C'est pas très péjoratif. je ne sais pas pourquoi ça fait mal, mais moi je le dis de manière tout à fait tranquille. Une démocratie. La deuxième chose, Vous aurez la parole. Oui, tout à mais l'heure. pour une la deuxième démocratie, chose, c'est pas bon. aujourd'hui en France, on par parle exemple, la de culture. république monarchique avec le régime présidentialiste, qui est d'ailleurs également décrié de ce côté-là. Donc nous sommes là dans une analyse fine, et il faut suivre. Il ne faut pas faire dans la langue de bois inutile parce qu'on veut faire plaisir. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je dis, c'est que dans le cas d'espèce, j'analyse la posture d'un chef d'État, même s'il est président empereur par ailleurs, devant une situation diplomatique qui concerne un peu sa relation avec un Il s'est donc bien comporté, Je d'après dis vous. donc, c'est pas ça le problème, monsieur. Si vous avez des problèmes de laudation, moi je ne suis pas un laudateur, je pose des problèmes clairs. Donc je dis que c'est clair que le chef de l'État camerounais, ceux qui ont parlé d'analyse stratégique, j'espérais qu'ils iraient plus loin. Et lorsque je parle de ça, vous savez très bien que Bangui est à quelques centaines de kilomètres de Yaoundé. Pour chuter, Et je vous en prie. quand vous partez de là, non, il est important que vous le sachiez. Allons-y. Que dans cette fameuse analyse stratégique qui a été faite tout à l'heure, la vérité c'est que M. Paul Biya soupçonne certainement le président tchadien de pouvoir favoriser à côté de son pouvoir des groupes de gens que lui ne contrôle pas. Et c'est pour cela qu'il garde précisément quelqu'un qu'il contrôle chez lui. Et Bozizé représente ici pour Biya une sorte d'arme nucléaire. Parce que voyez-vous, pourquoi est-ce qu'il tient à ce que Bozizé parte d'ici? Ce n'est pas anodin. Si ce n'est que François Bozizé en tant qu'individu, on peut le laisser promener dans la rue. Mais pourquoi il est là présent? Et pourquoi Biya le garde ici? Parce que pour lui, c'est une arme nucléaire pour effectivement voir clair dans toutes les intentions sous-régionales qui pourraient effectivement devenir pour lui très dangereuses dans les jours qui viennent. Voilà la réalité. Et vous savez très bien que après avoir forcé les rangs à Bangui pour prendre le pouvoir de Bozizé, ils se sont avancés vers la frontière jusqu'à Garoboulaye où ils ont fait des dégâts. Donc je ne pense pas que le chef d'État camerounais, dont on connaît, n'est-ce pas, la phobie pour la guerre, et avec raison, n'est-ce pas, et ne peut pas accepter de recevoir ce monsieur dans les jours qui suivent sans avoir vu clairement dans toute la situation. Non, je crois que nous tombons d'accord sur ça. C'est justement pour ça que nous avions dit que c'est un problème frontalier. Et avec deux frontières qui sont presque poreuses comme la frontière tchadienne et la frontière centrafricaine, notre force de défense se doit d'abord de résoudre cette problématique. La sécurisation, avant que nous puissions maintenant faire des échanges. Je voudrais d'ailleurs vous faire comprendre que au niveau des échanges maintenant entre Bangui et le port de Douala et puis la République centrafricaine, tout est mis vraiment en berne parce que là il faut effectivement Donc que la ce question problème du gars qu'on a reçu à Douala, c'est la fumée aux yeux, quoi. Je voudrais annoncer une information. Une information. Non, celui qu'on a reçu, celui qu'on a reçu, c'est parce qu'il accompagnait le corps du camionneur camerounais. Ok. Donc, c'est autre Ça n'a chose. rien à voir. Et j'ai dit, On est d'accord, on est c'est d'accord. ce que je dis, Une information Merci. pour cette Je vous en prie. Merci Edouard Fauchivé. Vous allez bientôt céder votre siège à Emmanuel Mbappé et Soka pour
pour la dernière escale de cette émission. Oui, je voudrais quand même annoncer sous forme d'information que par rapport à cette relation tumultueuse ou bonne entre la RCA et le Cameroun, la République centrafricaine, dans quelques jours, devra jouer son match éliminatoire de la Coupe du Monde ici à Yaoundé. Parce que justement, il y a des problèmes de sécurité qui se posent à Bangui et ils ont choisi de jouer. L'équipe nationale a choisi de jouer son match ici à Yaoundé et je crois que Mbappé Soka le confirmera tout à l'heure. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, François Bozizé a annoncé qu'il devrait être au stade. Je me demande bien quelle sera la position de François Bozizé au stade, à côté du ministre centrafricain des sports, et par rapport à ses relations avec son président. Vous amenez directement dans le sport, comme je l'ai annoncé, c'est la dernière escale de cette émission, un sujet qui fâche beaucoup de Camerounais et qui cette semaine a fait les choux de la presse, le football au sein de la Fédération camerounaise de football. On a remarqué en fin de cette semaine que l'élection au niveau fédéral a été suspendue par une décision du Premier ministre camerounais et nous avons sur ce plateau Emmanuel Mbappé Soka. Bonjour. Bonjour et bonjour merci à tous les spectateurs instructeurs CAF et FIFA et surtout on retient de vous que vous avez été à Yaoundé délégué pour cette élection qui a été suspendue. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Oui, il fallait s'y attendre à partir du moment où il y avait déjà des remous et que depuis un certain moment tout est fait pour empêcher l'évolution normale le renouvellement des organes dirigeants de la fédération. Donc on s'attend à tout moment qu'il y ait certains actes, d'autres prémédités, d'autres qui peuvent être faits par rapport à la situation. Donc cela n'était pas surprenant pour nous. Casimir Désiré Tani, la presse dessine l'impasse et elle a fait davantage cette semaine autour de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, un titre du quotidien La Nouvelle Expression, bataille autour d'un agonisant. D'un agonisant justement parce que nous pensons que la FECAFOOT est actuellement dans un état comateux et il faut bien le relever et c'est la Nouvelle Expression qui l'a relevé. On a connu des batailles entre le ministère et la FECAFOOT, des batailles internes même au sein de la FECAFOOT et vous savez très bien que pour ces élections, 3 candidatures étaient annoncées. Il s'agissait de la candidature de Iya Mohamed, John Begeninde et Marlène Eboutou. Et malheureusement, il y a eu une sortie de la chambre d'arbitrage, de la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique qui est venu pratiquement annuler toutes les 3 candidatures. Et on croyait que la FECAFOOT devait s'entêter, comme elle a souvent fait, pour faire des élections en catimini, puisqu'il faut déjà rappeler également que les émissaires de la FIFA étaient déjà au Cameroun, ils étaient là pour observer, et heureusement, parce que vous vous rappelez également qu'en 2004, lorsque la même situation s'était posée, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui avait sorti une note pour interdire les élections, ou bien pour surseoir les élections, et que contre toute attente, les élections avaient eu lieu et Iya Mohamed avait été élu. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui avait sorti une note pour surseoir également à ces élections, vu les tripatouillages ou bien les problèmes qu'il y avait, comme M. Mbappé Soka venait de le rappeler tout à l'heure. Heureusement, je crois que la sagesse a prévalu. Il faudrait que l'on rentre maintenant dans toutes les bases, mettre de l'ordre dans toutes les régions et tous les départements où il y avait problème, pour repartir sur de bonnes bases. Emmanuel Mbappé Soka, moi je reviens à vous. Vous avez suivi tout à l'heure Casimir Désiré Tani qui soutient le titre de la Nouvelle Expression, que c'est une bataille autour d'un agonisant. Est-ce qu'il faut présenter la FECAFOOT aujourd'hui comme étant dans un état comateux? Est-ce que cette peinture cadre et rime avec la réalité? La réalité, c'est une chose qu'on peut peindre comme on veut. Mais la réalité, c'est que ce qu'on vit de l'extérieur est différent de comment est-ce que les autres vivent de l'intérieur. Ce n'est pas que la FECAFOOT qui est présentée comme agonisante au Cameroun. Il y a plein de sociétés, plein d'associations qui sont qualifiées de la même manière, mais qui vivent d'autre part. Donc, je rejette déjà cette qualification. Déjà, quand il parle de 2004 comme exemple, c'est pas exactement ce qui s'est passé. En 2004, ce qui s'est passé, c'est que après la sortie du secrétaire général de la présidence, il y a eu problème, ce qui a fait que
Ça, tout simplement, il n'y a pas eu élection. La FECAFOOT n'est pas allée aux élections en s'entêtant. La FECAFOOT a attendu, et c'est 7 mois après, ce qui avait prolongé de 7 mois, en plus le mandat de M. Iya, ce qui risque d'arriver. Aujourd'hui, on vient de proroger le mandat de M. Iya, d'après les dispositions statutaires de la FIFA et de la CAF. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que, quand vous avez dit tout à l'heure que la décision du Premier ministre, je ne sais pas si vous l'avez. Vous êtes une grande télévision, je ne sais pas si vous avez la décision du Premier ministre. Même quand c'est sorti dans une des télévisions, celle de l'État, que je ne veux pas citer si vous ne me permettez pas, et je ne sais pas s'ils ont une décision. Parce que la suite, c'est quoi? La suite, c'est que ceux qui ont invité le président Iya a demandé lui-même. Mais puisque vous étiez à Yaoundé, est-ce qu'il y a voilà la vérité. Est-ce qu'il y a eu élection au niveau fédéral? Il n'y a pas eu d'élection, je vous dis donc. Et pourquoi il n'y a pas eu d'élection au niveau fédéral? Mais c'est pas ce que je voulais faire vous comprendre. C'est que M. Iya a été invité dans le service du Premier ministre, en présence de monsieur le Premier ministre, son secrétaire général, le ministre délégué à l'administration territoriale, le délégué à la sûreté, le responsable de la coordination de la gendarmerie, le président du CNOC, afin qu'ils puissent saisir la FIFA. Leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'il serait mieux que les élections soient rejetées. Il a demandé qu'il lui soit permis d'aller rencontrer les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT pour les faire de cette idée, parce qu'il n'est pas lui le patron de la fédération en tant que tel, quand il s'agit d'une décision de ce genre. Au moment donc il devait rencontrer de l'Assemblée générale, non de l'Assemblée générale, à 21h, 4 heures plus tôt, il y a un communiqué qui sort de la CIETV annonçant la décision de M. le Premier ministre, interdisant la tenue de l'élection. Bon, ce qui a fait que les membres de l'Assemblée lui ont dit que c'était plus opportune, puisque de saisir la FIFA, à partir du moment où cela a été fait. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le communiqué de la CIETV, autres communiqués, on fait comprendre à tout le monde que c'est le président Iya lui-même qui a renvoyé les élections. Donc, il faut déjà chercher à savoir si c'est le président Iya, je vous dis d'abord non, ou si c'est un communiqué reçu des services du Premier ministère à la CIETV. Ce communiqué qu'on ne trouve pas jusqu'aujourd'hui, puisque la preuve, le lendemain, un journaliste de la CIETV a donné une autre version. Donc de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous dis tout de suite et tantôt qu'on n'était pas surpris, parce qu'on savait qu'il y avait des manipulations. Un doute systématique. Oui, non, justement, il y avait des manipulations. Donc, on devait s'attendre à tout cela. Oui, je pense, moi je me délecte parce que mon analyse sur le système bureaucratique centralisé, corrompu, est encore là. Vous voyez, voilà une affaire, la seule affaire qui les intéresse. Le football. Et ça, c'est un vrai poison. C'est-à-dire, voilà une affaire qui les intéresse. Cette histoire d'Iya Mohamed, cette histoire de John Begeninde, où le Premier ministre est actif, il tient des réunions, alors qu'il y a des histoires partout, on ne les voit pas. Je vous ai dit, tout ce que vous voyez là, c'est des bricoles. Moi, de toute façon, les informations que je détiens sur la qualité des 3 hommes, si je devais revoter quelqu'un, ce serait Iya Mohamed. Je suis désolé. Je ne le connais pas, mais je connais à travers les enquêtes que nous faisons sur les personnalités, leurs qualités. Non, mais John Begeninde, par exemple, ne peut pas remplacer Iya Mohamed. Ça veut dire que c'est une chance pour le Cameroun, que les prédateurs ne savent même pas ce qu'ils ont fait de bien. En suspendant et en donnant à nouveau à Iya 7 mois, peut-être y aurait-il de nouveaux challengeurs sérieux autour du président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. Parce qu'il veut vous dire, pour gouverner cette affaire-là, il faut être mentalement solide. Cette affaire est entourée de prédateurs, de gens qui ne laissent pas travailler les autres, qui non seulement ne font pas leur boulot, mais vous les retrouvez en train de bricoler des histoires d'associations. Et au Cameroun, il y a des dizaines d'associations sportives, mais l'association qui intéresse tout le monde. Parce que précisément, il y a une grosse cagnotte dedans. Parce que précisément, il faut placer les siens, on tribalise ça, on alimente la violence, la haine au niveau du peuple. Alors, quand vous faites ça, et ils le savent, quand vous avez fini de mettre la violence, quand Mila a fini de parler, quand MVA a fini de parler, quand Mayebi, on ne sait plus qui a fini de parler, et que cela parvienne à Biya. En ces termes, Monsieur le Président, ça peut créer la violence au pays. Biya vous dit, arrêtez-moi tout ça. Parce que je vous ai dit au départ, quand Biya ne voit pas clair, il arrête tout. Chef Marie Lundo, vous qui parlez de l'alternance, comment est-ce que vous arrivez à préjuger de l'incapacité des autres à pouvoir gouverner justement la France? Premièrement, je pense sincèrement que dans le contexte actuel, Mamzelle Mvoutou, je pense qu'elle n'a pas la carrure nécessaire. Parce qu'il y a une carrure de réforme. Non, il n'y a pas un risque que vous soyez en train de lire. Non, je vous dis, je suis un analyste. Je suis un analyste.
C'est-à-dire que la situation du football camerounais est tellement forte qu'il y a un travail préalable à faire. Un travail d'assainissement global. Un travail de redéfinition claire des rôles des uns et des autres. Que l'on nous dise, parce qu'il y a un texte qui dit que l'équipe nationale appartient à l'État, etc. Il faut que tout cela soit très bien clarifié. La deuxième chose, c'est que l'adversaire de ce monsieur, c'est John Beguininde, premier vice-président, je crois, ancien ministre, qui a été partie prenante entièrement dans la gestion, on ne peut pas dire le contraire, de cet état de service au niveau du ministère des Transports, que nous avons observé pendant des années, ne nous donne pas la crédibilité nécessaire pour faire de lui un président de la fédération, là où il y a l'argent liquide qui coule. Je ne dirai pas plus. Allez, Sadio. Que je dise quoi? Fénélon. Je crois que les hommes, il s'agit de football et c'est prioritairement une affaire de testostérone, c'est comme ça qu'on dit. Oh, plus ou moins. Pas toujours. Oui, bon, parce que le football féminin, je crois qu'il mime le football masculin. Le football est à l'origine masculin et je suis particulièrement de ceux qui pensent que la femme doit rester femme. Mais nous sommes en matière de gouvernance. Donc c'est pour ça que je dis que le football est une affaire d'hommes et que les hommes ont balisé le terrain. Tout ce que je peux dire, c'est réitérer que effectivement, ce copinage entre le politique et le sport, ça n'est pas pour la santé du football camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est déroulé il y a quelques jours, il y a 2 jours, je crois, ce n'est même plus seulement un copinage, il s'agit d'une main basse du pouvoir central sur l'entreprise que devrait être la FECAFOOT. Il a raison de dire que c'est une affaire d'État, c'est une entreprise d'État, mais si cette entreprise est justement une entreprise d'État, lorsqu'on regarde comment les autres affaires de l'État sont gérées, eh bien, on ne peut pas... il y a des raisons d'être dans le doute par rapport à l'avenir de notre football. J'en veux pour preuve que les Lions indomptables ont connu des années de gloire et au jour d'aujourd'hui encore, avant l'arrivée des Chinois, nous n'avions pour ainsi dire aucune fierté du point de vue des structures et des infrastructures footballistiques dans notre pays. Donc c'est cela que je déplore. Mais j'attendais peut-être que vous me posiez la question sur la chose qui m'a particulièrement heurtée. Peut-être c'est ma fibre de maman qui parle, c'est le cas Jean-Paul Akono, dont le seul péché, je crois, parce que c'est quand même un monsieur qui a travaillé sans salaire, si mes informations sont bonnes, pendant environ 8 mois, je crois qu'avoir mis la pression sur cet homme au point de déclencher chez lui un AVC, je pense que c'est quand même très gros. Et la fibre maternelle, c'est la fête des mères. Excusez-moi d'y aller avec mes sens. Je suis femme. Permettez-moi de l'être aujourd'hui. Donc, le cas Jean-Paul Akono m'a particulièrement heurté parce que le seul péché de ce fils à une maman, c'est d'être camerounais. Je suis sûre que s'il avait été un expatrié, qu'il n'aurait pas été traité de la même manière. J'espère qu'on ne me traitera pas de raciste, comme on l'a fait pour Roger Mila, mais je questionne, je problématise encore une fois de plus, permettez. D'où vient-il que, lorsque nos poulains sont jeunes et qu'ils frappent le ballon, ils sont sollicités par les États d'outre-mer, c'est eux les meilleurs, c'est eux qui sont sollicités et payés à des prix d'or. Et d'où vient-il que lorsqu'ils arrivent au soir de leur vie, ils deviennent subitement des incapables? À quoi sert Roger Mila? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ambassadeur itinérant? Je pense qu'il peut rendre un service plus grand que ça. Et ils sont nombreux, les juniors et consorts. D'où vient-il que ces messieurs-là ne soient pas toute cette artillerie lourde dont dispose le Cameroun en matière de, donc en matière de football soit pratiquement mise au banc de touche au profit des gens qui ont encore des preuves à apporter. Oui, merci. Je crois que je devrais embrayer sur 2 choses avant de suivre là où c'est allé. Il y a un problème. Il a été dit ici qu'il y a un match, la presse africaine doit jouer au Cameroun. Comment pensez-vous que pour une assemblée générale de 111 personnes, au niveau le plus haut de l'État, il soit dit qu'on ne peut pas sécuriser cette assemblée et qu'en même temps, on soit prêt à organiser des matchs internationaux de grande envergure, qu'en même temps, on soit en train d'instruire à la fédération de poser la candidature du Cameroun pour l'organisation d'une CAN. Et cela se fait
en présence des ministères de la CAF et de la FIFA, qui doivent de manière libre faire des rapports qui, demain, quand ces rapports auront des effets, la fédération va encore être accusée d'avoir écrit ou saisi la FIFA ou la CAF. Comment est-ce que vous pouvez dire nous voulons organiser, mais a priori nous sommes incapables de sécuriser? C'est la première problématique. S'agissant de premier entraîneur, peut-être on va y arriver. Allons-y maintenant. Bon, s'agissant de premier entraîneur, je pense qu'elle a tout dit. C'est de la même manière qu'il a été demandé que la fédération sursoit à son assemblée. De la même manière qu'il a été demandé à la fédération de lancer un appel à candidature. Un appel à candidature. Vous voyez, international. Mais c'est parce que, est-ce que ce ne sont pas les textes qui l'imposent? Non, attends, les textes l'imposent, comme elle a dit, comme lui l'a dit. Le texte aujourd'hui l'imposent parce que jusqu'aujourd'hui, c'est depuis 1972, c'est ce qui demeure. L'équipe nationale appartient à l'État. Mais seulement quand il faut juger les performances et autres manquements, on cite la fédération. Comme ce communiqué, dont on ne sait pas exactement l'origine, s'il existe ou pas aujourd'hui. Je retiens tout de même de l'arrivée de Mbappé Soka que le mandat de Iya Mohamed va être prorogé, peut-être de 7 mois ou de combien de mois, on ne sait pas encore. Je veux préciser qu'à partir du moment où on renvoie les élections, c'est lui qui gère. Il est prévu que c'est ceux qui gèrent. Automatiquement, mais je dis qu'il faut qu'on sache, comme l'a dit tout à l'heure Joseph-Marie Elundu, que le football, c'est la seule chose qui relie tous les Camerounais. C'est la seule chose où les Camerounais se reconnaissent parce qu'on n'est pas de tel parti ou de tel parti en matière de football. Alors, dans cet état, c'est le Cameroun qui perd, c'est le football camerounais qui en perd. Il faudrait donc qu'on mette cette période de prorogation à profit. Et moi, je dis, lorsqu'à un moment, une seule personne reçoit les poulets rouges du contrôle supérieur de l'État, de tous les tranches des Camerounais et de tout, il faut avoir la culture de la démission. Moi, à la place de Iya Mohamed, je dis, je démissionne, comme le pape l'a fait dernièrement. Démissionner, c'est d'ailleurs les grands hommes qui démissionnent. Ils devraient savoir rendre son tablier et laisser la place à une autre personne parce que sous lui, le Cameroun occupe aujourd'hui la 79e place, ce qu'on n'avait jamais vu. Il faudrait qu'il tire les conséquences. Merci. Oui, très rapidement. En une seconde, très rapidement, je voudrais simplement dire que ça ne me gênerait pas du tout qu'on suspende toute l'affaire Cafoud là. Peut-être qu'entre eux là-bas, qu'ils trouvent une sorte de comité de gestion pour préparer les élections, comme on le fait un peu partout lorsqu'il y a une crise. Sinon, bon, on va repartir avec Iya Mohamed. Bien sûr, bon, moi personnellement, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais ce que je pense, c'est que pour assainir, il faudrait mettre un comité de gestion. Voilà, vous avez été écouté. Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de cette autre livraison de droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Bonne fête à toutes les mères, particulièrement à ma mère. Bonne fête à Alice Sadio qui est sur ce plateau. Madame, monsieur, je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.